Oui, alors nous à la Banque de France, on fait partie des banques leaders sur le sujet. Et assez tôt, je dirais dès 2016-2017, notre gouverneur Villeroy de Galhau s'est impliqué sur le sujet en faisant un certain nombre d'initiatives et elles ont toutes une cohérence. On essaye d'avoir une approche cohérente dans nos différentes missions. Donc la première chose que je souhaiterais souligner, c'est évidemment le lancement du réseau des banques centrales, le NJFS, le réseau des banques centrales pour le verdissement du système financier. Notre gouverneur l'a lancé en décembre 2017 en marge du One Planet Summit à Paris. Et la Banque de France assure le secrétariat de ce réseau, ce qui monopolise 6 ou 7 agents qui, au quotidien, font fonctionner ce réseau de aujourd'hui 40 membres et 6 observateurs. Et d'une certaine façon, ce qui était important pour le gouverneur et pour la Banque de France, c'est que cette initiative soit reliée et infuse un peu partout dans toutes nos missions. Donc concrètement, on s'est aussi impliqué sur les aspects de supervision. Donc notre superviseur, l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation, a mené un certain nombre de travaux. Puis ensuite, on a essayé de structurer nos actions en lien avec les travaux du NJFS pour pouvoir contribuer aussi sur le fond. On a un pan sur la supervision, donc l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution française a mené plusieurs enquêtes sur l'exposition des banques et des assureurs français au risque climatique et a publié un rapport en avril de cette année qui donne des indications chiffrées et des recommandations aussi sur ce que les banques françaises et les assureurs peuvent faire pour mieux mesurer et prendre en compte le risque. En parallèle, on travaille aussi sur toute la dimension analytique, puisque mesurer le risque climatique, c'est quelque chose qui est compliqué, c'est un risque qui est différent des autres risques, parce qu'il a un horizon temporel de matérialisation qui est plus lointain. Il y a aussi toute une dimension liée à l'incertitude, puisque en réalité, la forme que prendra le risque dépendra vraiment des actions que prendront les politiques à un horizon 20 à 30 ans. Et donc ça inclut d'avoir un cadre analytique différent de celui qu'on a habituellement. Donc en interne, nous avons une petite équipe de recherche qui travaille dessus, qui essaye de faire des avancées en lien avec le monde universitaire. Ça, c'est notre deuxième pilier. Et puis comme je le disais ce matin, il faut quelque part aussi appliquer ce qu'on prêche. Et donc si on dit aux banques, il y a un risque climatique, vous devez vous protéger, vous devez le mesurer, alors nous aussi, dans notre politique d'investissement, il faut qu'on en tienne compte. Donc la Banque de France a intégré dans sa politique d'investissement responsable des critères pour prendre en compte le risque climatique dans ses portefeuilles donc de fonds propres et dans son portefeuille de fonds de pension. Donc le fonds de pension des agents et les fonds propres de la banque sont investis selon des principes ESG, ISR, où on essaye de faire deux choses. On publie nos expositions au risque climatique, suivant les recommandations de la TCFD, et puis par ailleurs on s'engage à aligner nos portefeuilles vers une trajectoire compatible avec l'accord de Paris. Oui, vous avez raison, il y a un vrai enjeu qui est comment on finance ces besoins de financement et comment on finance ces besoins de financement soutenables. Puisque les pays d'Afrique font face à une situation assez différente de la nôtre en Europe, où en Europe on doit transformer un système qui est en place, alors qu'en Afrique il faut réussir à la fois la soutenabilité et à la fois le développement. Moi il me semble que le principal sujet c'est comment on attire les fonds qui sont plutôt en Europe ou dans les pays développés vers des projets qui se trouvent dans le monde émergent et en Afrique. Et plus précisément, comment on arrive à transformer un besoin en financement. Là-dessus, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, notamment dans le cadre du projet Cornerstone en Afrique, où on essaye d'attirer des investisseurs en structurant des produits ou en essayant de structurer des green bonds pour attirer les investisseurs européens. Je crois que le vrai problème, il est là. Comment est-ce qu'on arrive à accompagner les investisseurs européens pour mettre leur épargne dans ces projets-là, sachant qu'en plus, on est dans un monde où l'excès d'épargne en Europe est investi dans des supports qui rapportent zéro ou quasiment rien. Donc on voit bien qu'il y a une recherche de rendement et à côté, il y a des besoins de financement qui ne sont pas remplis. Donc comment est-ce qu'on peut réussir à faire correspondre les deux bouts? C'est le vrai sujet. Moi, il me semble que les pouvoirs publics ou les banques de développement ont certainement un rôle à jouer en dérisquant le projet, donc typiquement peut-être en prenant la première perte ou en offrant une garantie. Et typiquement, c'est un rôle qui est assuré aujourd'hui, par exemple, par l'IFC. Mais je pense que c'est important d'avoir cette première tranche. Et puis ensuite, l'idée, c'est qu'il faut progressivement essayer d'améliorer la façon dont on arrive à structurer les projets. On voit que souvent, c'est des petits projets, donc ils ne sont pas faciles à marketer. Donc il faut essayer de les regrouper dans des instruments, d'essayer d'en faire masse. Il y a eu des exemples en Asie, par exemple, pour financer typiquement des plantations de quoi? DVA, je crois, soutenables. Donc il y a certainement besoin d'avoir recours à une ingénierie financière pour en faire des projets qui ont une masse critique suffisante pour attirer les capitaux européens ou d'ailleurs même d'Amérique du Nord. Et puis il faut certainement agir aussi sur la partie risque
dérisquer un peu ces projets pour faire venir ces investisseurs.